Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sélection parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait ce format. Alors c'est pas par manque d'idées parce que globalement j'ai 1 milliard d'idées de vidéos sélection. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager en barre d'infos. De toute façon, il y en a qui arriveront progressivement, c'est pas un souci, mais parce que il y a eu d'autres choses en ce début d'année qui ont pris un petit peu de place sur YouTube. Il y avait les bilans, les piles à lire, etc. Mais là, on va pouvoir recommencer avec un petit peu de programmation habituelle si on veut. Et c'est assez marrant parce que cette vidéo sélection en particulier m'a été inspirée par une lecture assez récente dont je vous ai un tout petit peu parlé dans mon bilan du mois de février, février tapal, etc. Et ça va me permettre de faire un petit mix entre l'ancien et le nouveau, puisque si l'inspiration vient d'une lecture très récente, le grand thème de cette vidéo sélection, j'essaye de garder en suspense mais que vous avez de toute façon vu dans le titre de la vidéo, est globalement un de mes premiers amours en littérature, en tout cas quand j'ai commencé à lire de façon très importante en termes de volume. Je ne vais pas faire durer un suspense inexistant plus longtemps. Je vous parle bien évidemment de la Bitlit. Pareil, si vous avez vu mes vidéos rétrospectives sur Booknode, ce n'est pas une grande surprise puisque globalement j'en ai lu des caisses et des caisses dans les années 2014, 2016, probablement encore un petit peu plus loin, mais ces années-là c'était quand même extrêmement présent dans mes lectures. Et j'ai lu un livre qui m'a un petit peu rappelé ces grandes années des découvertes de séries Bitlit, et je me suis dit que c'était l'occasion de parler de ce genre littéraire, de parler de mes séries de Bitlit préférées encore à l'heure actuelle et d'échanger un petit peu autour de tout ça parce que c'est un genre qui à mon sens est un petit peu mal aimé, voire méprisé, parce que il a vocation à être globalement assez léger et que d'une part c'est de la littérature de genre, donc ce n'est pas de la grande littérature, mais dans la littérature de genre j'ai l'impression que c'est même en dessous de pas mal de choses. Donc si ça peut permettre de lui rendre un petit peu quelques lettres de noblesse, c'est pas plus mal. Les mots de l'imaginaire a également fait une excellente vidéo à ce propos que je vous laisse en barre d'infos. Je vais arrêter cette introduction qui est déjà bien trop longue ici, puisque du coup j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer donc avec le livre qui m'a inspiré cette vidéo. Pareil, si vous avez vu, comme je le disais, mon bilan de février, ce ne sera pas une grande surprise. C'est Le livre de la nuit de Holly Black, publié aux éditions de Saxus, que j'ai dans le très joli hardback, et qui n'est pas du tout marketé comme de la Bitlit, en tout cas dans ce que j'en ai vu chez De Saxus, de ce que j'en ai vu ailleurs, même des retours que j'en ai eu, pas mal de gens pensent que c'est de la fantasy. Alors effectivement c'est de l'urban fantasy, mais à mon sens c'est vraiment classé dans la sous-catégorie Bitlit de l'urban fantasy, puisque ça coche énormément des cases du genre qui est un genre extrêmement codifié globalement, et c'est peut-être pour ça aussi que la Bitlit ne fait pas l'unanimité, c'est-à-dire que on a des axes qui sont assez présents et qui peuvent être assez répétitifs. Donc si vous cherchez de la surprise dans vos lectures et que vous lisez beaucoup de Bitlit, probablement il y a des moments où vous allez un petit peu tourner en rond, mais c'est la construction du genre qui veut ça à mon sens, puisque la Bitlit c'est un genre où on va retrouver, donc comme je le disais, des codes assez prégnants, typiquement un personnage principal majoritairement féminin et qui a un côté un petit peu badass, c'est-à-dire que globalement c'est des nanas qui se débrouillent toutes seules et qui font un petit peu leur vie. On va retrouver toujours un petit côté enquête, alors qui peut être criminelle, qui peut être policière ou qui peut être totalement autre chose, comme c'est le cas dans Le livre de la nuit. On va retrouver donc un univers d'urban fantasy avec souvent des créatures de la nuit ou apparentées. C'est un petit peu différent dans Le livre de la nuit où il est question d'ombres qui ont une magie, qui ont des pouvoirs particuliers, mais on reste dans cet aspect assez nocturne, assez underground et de choses qui sont pas pour le commun des mortels, si vous voulez. Alors il y a des séries de Bitlit où la magie ou l'aspect fantastique est connu
des humains, c'est le cas dans le livre de la nuit, c'est le cas dans d'autres séries que je vais vous présenter, mais ça reste des choses qui sont assez éloignées de l'humanité. On a quand même cette espèce de réseau un petit peu souterrain dans lequel les personnages vont évoluer et qui a un côté un petit peu plus sombre, un petit peu plus inquiétant par certains côtés, et dans lequel on retrouve un petit peu cette ambiance un petit peu inquiétante à minima. Alors la Beat Lit, c'est pas non plus, on n'est pas dans du thriller ou des choses comme ça, même si avec le côté enquête, des fois il y a des choses qui sont un petit peu dures, ça reste pour moi relativement tranquille, mais voilà, on a un petit peu ces choses là qui vont caractériser vraiment les univers de Beat Lit. Également, il y a dans la grande majorité des cas une ou plusieurs romances, c'est le cas également dans le livre de la nuit, puisque alors c'est une romance un petit peu particulière puisqu'on la prend un petit peu en cours de route entre guillemets et que c'est plutôt sur l'évolution de la relation qu'on va se concentrer, mais il y a tout de même un love interest, il y a tout de même une relation romantique, donc en ce sens là on reste dans ce code là à mon sens. Et du coup vraiment le livre de la nuit de Holly Black coche toutes les cases de ce qui constitue à mon sens une bonne Beat Lit, avec un univers assez original, bien travaillé, une héroïne qui comme je le disais est badass mais qui en même temps a des petits côtés un petit peu plus vulnérables, enfin un équilibre qui est plutôt pas mal fait, et puis ce côté enquête encore une fois qui est très très bien réalisé. Et du coup je pense qu'effectivement si vous partez dans ce livre en vous disant que ça va être de la high fantasy, bah vous risquez d'être pas mal déçus parce qu'on est très très loin des codes de la high fantasy puisque c'est un genre complètement différent. Et voilà, je pense que c'est intéressant quand même de savoir dans quoi on se lance, en tout cas dans les grandes lignes quand on commence une lecture du manga général, et dans ce type de livre en particulier, surtout quand le marketing n'est pas franchement extrêmement transparent à ce propos. Donc pour moi le livre de la nuit c'est de l'excellente Beat Lit, et encore un truc qui à mon sens est assez cohérent dans le genre, c'est que c'est un premier tome, pareil c'est assez peu marketé comme tel, mais j'ai vu du coup sur les sites livresques, Booknode, etc. que c'était un premier tome, et souvent la Beat Lit c'est pas des stand-alone, c'est des séries à rallonge. Alors je sais pas si ce sera le cas pour celui-là parce que le deuxième tome n'est même pas encore annoncé, mais en tout cas le fait que ce soit une série ce n'est pas du tout étonnant dans le contexte. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par le livre de la nuit, allez-y en sachant à quoi vous attendre, c'est-à-dire que c'est de la Beat Lit, mais si jamais c'est un sous-genre que vous ne connaissez pas du tout, ça peut être une bonne introduction à mon sens, d'autant que Holly Black est connue pour pas mal de trucs. C'est son premier livre en littérature adulte, d'ailleurs c'est une des caractéristiques de la Beat Lit également, c'est que globalement c'est de la littérature adulte avec souvent des scènes de sexe explicites. Ce n'est pas le cas dans ce récit, mais c'est quand même assez fréquent dans le genre. Et voilà, je trouve que ça peut être une bonne introduction à ce sous-genre littéraire, donc si jamais ça vous intéresse, je ne peux que vous le recommander, mais en sachant à quoi vous attendre. Maintenant que cette petite introduction, définition, recommandation est faite, on va passer à ma petite sélection personnelle de Beat Lit. Alors encore une fois, il y a 15 milliards de sagas dans le genre parce que c'était très à la mode autour de 2015. Je ne vous ai sélectionné que la crème de la crème pour moi. Il y a d'autres séries que j'ai lues mais auxquelles j'ai bien moins accroché, qui étaient sympathiques mais ne restent pas dans mon top entre guillemets. Pour le genre, c'est le haut du panier, c'est la crème de la crème, et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre sélection personnelle de Beat Lit, si vous avez des livres qui se recoupent avec ceux que j'ai sélectionnés ou si vous en avez d'autres que vous appréciez particulièrement. C'est toujours très cool, d'autant qu'encore une fois en Beat Lit j'ai l'impression d'avoir un petit peu fait le tour, mais probablement il y a des séries dont je n'ai jamais entendu parler, donc ça peut toujours être l'occasion. Et on va commencer du coup avec ce qui est la première série de Beat Lit que j'ai découverte à l'époque quand je ne savais même pas que ce terme existait, et c'est La Communauté du Sud de Charlene Harris. Donc ici le premier tome, Quand le danger rôde, avec des couvertures qui font très 2010 globalement. La Communauté du Sud, vous la connaissez peut-être sous le titre de True Blood, puisque c'est une série télé qui a été adaptée donc de cette série de romans, alors qui s'éloignait pas mal du
matériel de base. J'avais regardé quelques épisodes mais j'avais pas franchement continué parce que j'avais pas non plus accroché de fou, mais j'avais par contre énormément apprécié cette série à l'époque. Donc c'est une série qui est finie en 13 tomes. Je vous l'ai dit, les sagas Beat Lit globalement c'est des sagas à rallonge, mais souvent c'est des petits livres qui font moins de 400 pages, donc ça se lit quand même assez vite globalement. Ici on va suivre le personnage de Sookie qui est barmaid et qui va se retrouver mêlé à des magouilles de vampires dans un univers où il y a quelques mois les vampires ont annoncé leur existence et où forcément ça chamboule un petit peu toute la société, et c'était très fun, c'était très léger. Alors c'est une série que je n'ai pas relue depuis un moment mais que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Il y a pas mal de storylines, il y a pas mal d'évolutions, ne serait-ce que sur la vie amoureuse de Sookie parce qu'elle est assez riche globalement. C'est pas la pire hein, dans les séries de Beat Lit, mais il se passe quand même un certain nombre de choses et c'était globalement très chouette. C'est pas ma préférée du genre, mais c'est vraiment la première que j'ai découverte et en ça il y a la nostalgie qui joue, et globalement c'était quand même de très bons moments de lecture, très légers, pas prise de tête, avec des personnages que j'appréciais retrouver et un univers que j'ai adoré découvrir. Une autre des séries originelles de la Beat Lit, mais qui pour le coup reste parmi ma préférée du monde en urban fantasy, c'est Mercy Thompson de Patricia Briggs. Ici je vous ai sorti le 13e tome qu'il me reste encore à lire puisqu'il est sorti tout récemment et qu'il me tarde de m'y plonger. Mercy Thompson, ça va suivre l'histoire de Mercy. C'est pareil, souvent en Beat Lit, on est quand même sur des séries éponymes. C'est pas systématique, mais c'est une autre des caractéristiques qui revient assez fréquemment. Et le personnage de Mercy est mécanicienne et métamorphe, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de se changer en coyote. C'est également la voisine d'une meute de loups-garous qui est dirigée par un alpha qui, ma foi, aime bien la chipouiller et ils aiment bien se chipouiller mutuellement. Dans le début de la série, il y a un triangle amoureux mais qui doit tenir peut-être 2-3 tomes et qui n'est pas le triangle amoureux qui m'est le plus hérissé le poil de tous ceux que j'ai pu lire à la grande époque de ce trope de romance absolument insupportable. Globalement il reste relativement sympathique en soi. Et vraiment c'est une série que j'adore, d'une part parce que le style de Patricia Briggs, en tout cas en traduction, est vraiment formidable. C'est typiquement un style doudou par excellence pour moi. Également parce que il y a tout un jeu autour d'énormément de mythologie, que ce soit occidentale avec des réécritures des légendes arthuriennes ou de certains mythes comme la bête du Gévaudan, etc. Mais également de choses un petit peu plus obscures, typiquement de mythologie native américaine, puisqu'il y a un certain nombre de personnages qui sont issus de cette population. On parle également de fae, enfin il y a énormément de choses qui s'entremêlent et une mythologie qui est extrêmement bien gérée par l'autrice, je trouve, et qui est juste un plaisir à découvrir à chaque fois parce que ça se renouvelle et que c'est assez merveilleux. En tout cas, il y a une grosse part d'émerveillement pour moi dans chacun des tomes quand je découvre dans quoi elle s'est embarquée, et ça c'est extrêmement cool. C'est donc une série qui comporte pour l'instant 13 tomes et une série spin-off, donc Alpha et Omega, de la même autrice, qui va se concentrer sur des personnages qu'on retrouve je crois dans les premiers tomes de Mercy et puis qu'on croise un petit peu puisque les séries s'entremêlent à certains moments mais restent tout de même assez indépendantes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous taper Alpha et Omega si vous voulez lire Mercy et inversement, mais c'est deux séries que j'apprécie vraiment énormément et que je vous recommande chaudement si vous voulez encore une fois découvrir le genre. Ça reste de la Beat Lit extrêmement classique mais extrêmement bien faite à mon sens. En plus c'est publié chez Milady Brajlon qui sont globalement les parents de la Beat Lit, ou en tout cas du label en tant que tel, puisque c'est eux qui l'ont déposé si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que Beat Lit, comme son nom ne l'indique pas, c'est une invention française, il n'y a pas d'équivalent anglophone si je ne dis pas de bêtises, il parle d'urban fantasy tout simplement, mais Beat Lit, donc si vous voulez un petit peu d'étymologie, puisque je ne l'ai absolument pas précisé, ça veut littéralement dire littérature qui mord, donc beat, mordre, lit pour littérature, et c'est pour garder en tête du coup tout cet aspect avec les vampires, etc. Bref, merci, c'est absolument formidable et j'ai extrêmement hâte de lire ce 13e tome. J'espère que la suite d'Alpha et Omega ne va pas trop tarder non plus parce que j'ai extrêmement hâte de le lire également et
je vous le recommande bien évidemment extrêmement chaudement. Autre série originelle avec des couvertures qui ont très mal vieilli et peut-être certains aspects qui sont un petit peu problématiques, notamment ce premier tome, c'est Chasseuse de la nuit, donc Au bord de la tombe de Jane Frost, qui est publié donc aux éditions Milady Logique et qui retrace donc l'histoire de Kat, qui est une chasseuse de vampires puisque sa mère s'est malheureusement fait violer par un vampire qui a donc engendré Kat, qui a repris un petit peu comme vendetta personnelle de tuer tous les vampires sur lesquels elle peut mettre la main et qui va plus ou moins se faire enlever par Bones, qui est lui un vampire mais également chasseur de vampires en mode un petit peu chasseur de primes, et qui va lui proposer ou en tout cas lui forcer une association puisque leurs intérêts convergent relativement. Comme je le disais, ce premier tome est problématique sur un certain nombre de points, notamment en termes de consentement. On n'est pas sur quelque chose d'absolument incroyable. N'empêche que c'est une série que j'ai absolument adorée et que j'ai un petit peu dévorée. Le personnage de Kat est très cool, sa relation avec Bones et la façon dont elle évolue était très sympa à suivre. Il y a énormément d'humour, c'est également quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de séries de Beat Lit, notamment portées par les personnages féminins badass qui ne s'en laissent pas voir et qui ont pas mal de répondants. Et c'est une série que j'ai adorée à l'époque, qu'il faudrait que je relise pour voir à quel point elle a bien vieilli par certains côtés, mais que je vous recommande quand même parce que pour moi ça fait partie des origines de la Beat Lit et que si on garde en tête le moment où elle a été écrite et les défauts qui en sont inhérents, ça reste une série très addictive et très agréable à lire. Autre série des origines avant de passer à des trucs un tout petit peu plus récents, Les Vampires de Chicago de Chloé Neal, toujours aux éditions Milady. Donc ici le premier tome, sans grand mystère, on va être ici sur des vampires qui, comme pour la communauté du Sud, ont annoncé leur existence et vont un petit peu chambouler la société. Et dans le début du premier tome, le personnage de Merritt va être transformé en vampire sans son consentement par un concours de circonstances et va devoir s'intégrer dans cette société qui est relativement particulière et sous-tendue par un certain nombre de règles qu'elle n'apprécie pas particulièrement. Il va y avoir un love interest en la personne d'Ethan Sullivan qui est le maître vampire qui l'a transformé. Pareil, sur les premiers tomes, on n'est pas sur du consentement incroyable et puis il y a une question un petit peu de dynamique de pouvoir dans la relation qui parfois est un petit peu bizarre. Il passe un certain nombre de tomes à se bouffer gentiment le nez et c'est assez drôle et en termes de slow burn, c'est une série qui se pose là. Encore une fois, ma lecture des premiers tomes date un petit peu, donc il y a peut-être des petites choses que je n'ai pas relevées à l'époque, mais j'ai vraiment passé d'excellents moments dans ces tomes. Donc c'est une série qui est finie en 12 ou 13 tomes, quelque chose comme ça, et il y a une série spin-off qui prend la suite, si vous voulez, qui est un petit peu une séquelle de cette série, donc qui s'appelle Les Héritiers de Chicago, et on va suivre les héritiers de Chicago, et je n'en dirai pas plus parce que c'est extrêmement spoilant sur la série, mais encore une fois, ne vous faites pas à ces couvertures qui font très 2010 et qui ne donnent pas franchement envie. C'est une série de Beat Lit que j'ai vraiment beaucoup apprécié, avec un univers et vraiment un ancrage dans la ville de Chicago qui est très intéressant parce que on visite pas mal et ça donne très envie de la découvrir en vrai. Une série également assez ancienne mais qui est absolument formidable et que pour le coup je relirai je pense avec énormément de plaisir et qui ne doit pas avoir si mal vieilli que ça, c'est Charlie Davidson de Darynda Jones. Donc ici le premier tome, première tombe sur la droite, toujours aux éditions Milady qui restent fidèles à leur petite marque déposée. On va suivre ici le personnage de Charlie qui est la faucheuse, c'est-à-dire littéralement le portail pour que les morts puissent passer de l'autre côté. Donc régulièrement elle se fait traverser par des fantômes qui lui transmettent un certain nombre d'expériences plus ou moins réjouissantes. Elle est également détective privée à ses heures perdues, avec donc ce pouvoir qui lui est globalement bien utile pour mener des enquêtes en tout genre, parce que quand les fantômes peuvent te dire
qui les a tués, ça résout quand même un certain nombre de problèmes. Et on va la suivre du coup dans ses enquêtes et dans ses petites aventures et dans le fait qu'elle énerve souvent des gens qu'il ne fait pas bon énerver, et qu'elle va avoir une espèce de relation un petit peu particulière avec un mec qui dans les premiers tomes ne lui apparaît qu'en rêve, et où il y a une espèce d'ambiguïté assez présente sur ce personnage. Globalement pareil, à ce niveau là la relation est un petit peu chelou initialement, mais elle évolue plutôt très bien par la suite. Et Charlet, c'est typiquement une série qui se bonifie avec les tomes et qui devient complètement autre chose à partir peut-être du 4e tome, où il y a un énorme twist. J'en avais parlé dans ma sélection de livres surprenants, mais pour le coup il y a vraiment énormément de choses qui se mettent en place et un univers qui s'élargit et qui est très intéressant à suivre. Point extrêmement important dans cette série, c'est l'humour qui est omniprésent, puisque on va suivre le personnage de Charlet dans un point de vue interne à la première personne, donc littéralement dans sa tête, et globalement elle a une vision de la vie et du monde qui n'est pas celle du commun des mortels et qui est hilarante. Vraiment, je me suis rarement autant marrée que dans cette série, parce que y a des punchlines incroyables et que globalement il y a pas mal de petites réflexions qui ne peuvent que vous arracher au moins un petit sourire en coin. Donc pareil, c'est une série qui est finie pour le coup en 12 ou 13 tomes, je ne sais plus, qui aura peut-être une série spin-off, mais qui pour l'instant n'est pas annoncée du tout. En tout cas, elle était un petit peu teasée dans les derniers tomes, donc l'espoir fait vivre, à suivre, mais les 13 tomes se suffisent en eux-mêmes en tout cas, et c'est une série que je vous recommande extrêmement chaudement en Bitlit, parce que c'est extrêmement cool, et pareil, c'est des petites lectures pas prises de tête qui font énormément de bien. Autre série, autre univers, assez ancienne, pour le coup je n'ai toujours pas terminé, c'est Succubus, donc la série Georgina Kincaid de Richelle Mead. Le premier tome, Succubus Blues, toujours aux éditions Milady. Ici on va suivre donc le personnage de Georgina, qui est une succube, c'est-à-dire une démone qui gagne de l'énergie en ayant des relations sexuelles avec des hommes. Plus ils sont purs, plus elle gagne de l'énergie, parce que globalement c'est un agent du mal, c'est un agent du diable, donc son but c'est de corrompre le plus d'hommes possible. Mais elle est pas... c'est-à-dire que ça fait un moment qu'elle est dans ce travail-là, si on veut, ça fait quelques milliers d'années qu'elle remplit cette mission, et elle ne le fait plus avec énormément d'enthousiasme, si on veut. Georgina, ce qu'elle aime, c'est les livres, elle est bibliothécaire et elle remplit sa mission démoniaque plutôt à reculons quand elle n'a pas d'autre choix. Donc pareil, ça crée un décalage assez sympathique, et notamment quand elle fait la connaissance de Thet, qui est un auteur de livres dont elle est extrêmement fan et qui va être un petit peu le love interest également de cette saga, qui va poser pas mal de soucis puisque elle ne veut pas le corrompre, et ça discute du coup un petit peu du rapport à la sexualité, du rapport au contact dans les relations romantiques, et c'est plutôt un aspect que je trouve intéressant et bien fait. Encore une fois, ne faites pas attention à cette couverture, on est d'accord. Mais oui, globalement c'est une série que j'affectionne particulièrement, que je n'ai pas encore terminée, même si elle n'est finie que en 6 tomes, puisque j'ai dû lire les 4 premiers, donc il m'en reste encore 2, mais c'est une série que je fais un petit peu durer, parce que comme je le disais, j'ai plus beaucoup de séries de Bitlit en cours que je continue avec plaisir, donc celles qu'il me reste, je les savoure gentiment, mais j'ai vraiment très envie de finir cette saga dans pas trop longtemps, parce que encore une fois c'est une saga que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'univers et la façon dont les relations sont traitées, et l'écriture de l'autrice est globalement très chouette à suivre. C'est très addictif, ça se lit tout seul, c'est des livres qui sont un petit peu plus gros que les Bitlit classiques. Tu dois faire 500 pages, ouais, quasiment 500 pages, mais ça se lit tout seul, et encore une fois c'est des très bonnes lectures, pas prises de tête. Dernier livre des éditions Milady avant de passer à une lecture plus récente. Pareil, cette série de Bitlit est un petit peu moins vieille que celle que je vous ai présentée juste avant. Elle est sortie
sorti, allez, deuxième moitié des années 2010 quoi, donc vraiment pour une saga Big Hit c'est assez jeune, et c'est l'excellente Meg Corbin de Anne Bishop, donc le premier tome Lettre écarlate, toujours aux éditions de Midi. Donc on va suivre le personnage de Meg Corbin bien évidemment, qui est une prophétesse de sang, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir effectuer des prophéties en se coupant, et c'est un pouvoir qui est extrêmement convoité, puisqu'à partir du moment où vous êtes diagnostiqué prophétesse de sang, il y a une espèce d'organisation qui va venir vous chercher et vous emprisonner dans des structures qui sont vendues comme protectrices pour ces jeunes femmes, puisque ce ne sont que des femmes qui dans la nature risquent de se blesser, d'avoir des prophéties qu'elles ne peuvent pas interpréter, etc. Donc on vend un environnement contrôlé et sûr pour les protéger, mais bien évidemment société capitaliste oblige, c'est un très très bon moyen de vendre leurs services et donc leurs prophéties au plus offrant pour qui veut savoir quel investissement en bourse, etc. Donc globalement c'est les riches qui peuvent se permettre d'avoir ce type de révélation, et l'environnement contrôlé n'est pas si sympathique que ça, vous vous en doutez bien. Au début de ce premier tome, Meg va s'enfuir de cette prison dorée et essayer de se dépatouiller dans le monde réel qui est plein de stimulations auxquelles elle n'est absolument pas habituée, parce que globalement elle a grandi dans cette espèce de carcan, et c'est un personnage que j'ai absolument adoré suivre et adoré voir évoluer et prendre un petit peu sa place dans le monde, et c'est porté par une écriture que j'adore également, comme pour Patricia Briggs. Je trouve que Anne Bishop sait extrêmement bien caractériser ses personnages et proposer des relations entre personnages qui sont d'une douceur et d'une délicatesse dans un monde qui est globalement extrêmement sombre et extrêmement glauque. Les univers de Big Hit, comme je le disais, ça a globalement des côtés très sombres, mais je pense que celui-ci l'est particulièrement, avec énormément de trigger warning, donc voilà, faites attention comme toujours, mais c'est vraiment pas un univers sympathique. Alors d'une part parce que on est ici dans quelque chose qui flirte avec la fantasy au sens high fantasy, puisque même si on est dans une ville, même si on est dans un monde qui ressemble un petit peu au nôtre, les continents n'ont pas les mêmes noms, les jours de la semaine non plus, et c'est un monde qui globalement est plus ou moins dirigé par les autres, qui sont des espèces d'entités originelles, de dieux à minima, et qui ont pour descendance les vampires, les loups-garous, etc., qui organisent donc la société. Ce n'est pas les humains qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, loin de là. Et on pourrait se dire que ce sont du coup ces grands monstres qui sont les méchants de l'histoire, mais ce serait bien mal connaître les humains et leur faculté à être des personnes absolument horribles, et c'est une des choses que j'apprécie étrangement particulièrement dans cet univers, c'est vraiment le fait que les monstres ne sont clairement pas ce qu'on croit d'une manière générale, et il y a tout un traitement voilà autour de ces personnages de prophétesses de sang et de leur liberté et de l'ingérence qui est faite par cette société voilà qui les garde captives, qui est absolument passionnante, absolument déchirante. J'ai rarement été autant touchée dans une lecture que par certains passages de cette série. Donc encore une fois, beaucoup de trigger warning, mais je trouve que en termes d'émotion, c'est assez fort. Pareil, c'est une série qui est finie en 5 tomes et qui a une saga spin-off donc qui s'appelle Les Mondes de Meg Corbin, qui pour l'instant est toujours en cours, on doit être en 4e tome, quelque chose comme ça, qui ne s'attache plus au personnage de Meg, même si on la retrouve parfois par petites touches, et qui permettent de développer un petit peu cet univers qui est vraiment, je trouve, extrêmement intéressant. Et encore une fois, je pense que c'est une bonne introduction à la Big Hit si jamais c'est quelque chose qui vous rebute un petit peu, parce que là on est vraiment juste à la limite de la fantasy et qu'on a moins ce côté urban fantasy, ce côté réaliste peut-être de nos univers qui parfois passe moins. Si vous voulez, à titre de comparaison, si on veut, Juliette de la chaîne Livre et Sortilège l'a lu sous mes excellents conseils bien évidemment il y a quelques années, et
clairement c'est pas la personne à qui je recommanderais de se lancer en Bitlit, mais ça lui a plutôt plu si je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça que je pense que ça peut être une bonne introduction au genre. Et pour finir dans cette vidéo sélection qui m'a l'air relativement longue, on va passer donc à une de mes dernières découvertes en matière de Bitlit, qui pour le coup est beaucoup plus récente et qui m'a fait passer pareil d'excellents moments. C'est Ivy Wild de Helen Harper, donc c'est le premier tome Quand fainéantise rime avec magie, qui est publié aux éditions MXM. Je l'avais découverte initialement en e-book et j'ai tellement apprécié que je me le suis procuré en papier et que je me suis acheté le deuxième dans la foulée. Le tome 3 d'ailleurs me fait extrêmement envie et je pense me le procurer incessamment sous peu. Ici on va suivre le personnage d'Ivy qui est, bon, en gros qui pratique la magie. Je ne sais plus si c'est magicien ou sorcier le terme dans ce livre, mais en tout cas elle pratique la magie de façon relativement tranquille, c'est-à-dire que il y a un grand ordre de la magie qui l'a rejeté dans des circonstances qu'on découvre ultérieurement et avec lequel elle ne veut plus rien avoir à faire, donc elle fait un petit peu son petit bonhomme de chemin. Elle est chauffeuse de taxi et pareil, c'est un récit qui est absolument bourré d'humour, comme pour Charlotte Davidson, avec un personnage qui est haut en couleur, qui a également une vision du monde assez différente du commun des mortels et qui est extrêmement cool à suivre. C'est plein de rebondissements, c'est plein d'actions. Il y a le personnage de Raphael Winter qui est également le love interest de la série, vous l'avez compris, qui est assez bougon et qui donc avec Ivy ne fait pas forcément très bon ménage initialement, mais bon an mal an ça fonctionne et c'est vraiment 2 tomes que j'ai adoré lire. Très bonne lecture, légère, pas prise de tête, qui se dévore littéralement et de laquelle on ressort juste ravi, en tout cas pour ma part. Donc pareil, si vous avez envie d'un point de vue peut-être un petit peu plus moderne comparé à certaines des séries que je vous ai présentées et d'un personnage haut en couleur et un petit peu rocambolesque, je vous recommande cette saga extrêmement chaudement. Et voilà, donc c'en est tout pour ce petit tour d'horizon de la Bitlit qui m'a été, comme je le disais, inspiré par le livre de la nuit que j'avais lu en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucie a lu, je ne sais même plus si je l'avais précisé dans l'introduction de cette vidéo, mais qui a été pour nous deux donc une très bonne lecture. Et encore une fois, Lucie n'est pas forcément la personne à qui je recommanderais le plus de la Bitlit, donc si ça nous a plu à toutes les deux, je pense que vous pouvez y aller relativement sereinement, en ayant en tête bien évidemment qu'il s'agit de Bitlit et pas de fantasy, mais voilà. Toujours est-il que je suis très contente de vous avoir fait cette petite sélection parce que comme je le disais, la Bitlit c'est quand même une de mes premières grandes révélations en matière de sous-genre littéraire qui me plaisait, donc c'est toujours cool de le partager même si certaines séries commencent un petit peu à dater. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, si vous avez d'autres recommandations à me faire dans ce genre là. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages et tous les échanges qu'on peut avoir sur la lecture, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.